Au milieu du Pacifique, le plus grand océan du monde, les îles de Polynésie. Elles sont éparpillées dans un immense triangle, tenu par les îles Hawaï au nord, l'île de Pâques à l'est et la Nouvelle-Zélande au sud. Au centre, Tahiti, à plus de 4000 km et 5 heures d'avion de Hawaï. Ces îles sont habitées par un seul et même peuple, les Polynésiens. À l'aube des temps, des hommes ont abordé sur ces plages bordées de cocotiers, dans ces baies hérissées de volcans. D'où venaient-ils ? Comment un peuple qui ne connaissait ni carte ni boussole a-t-il pu coloniser cet océan ? Le mystère du peuplement de ces terres, perdu dans l'immensité du Pacifique, fascine depuis toujours les voyageurs. Le peuplement du Pacifique est une histoire remarquable, sans équivalent ailleurs dans le monde. Des gens, dotés d'outils de pierre, ont construit des bateaux qui leur ont permis de coloniser le plus grand territoire du monde au milieu de l'océan le plus vaste. Quelle histoire romanesque, quel challenge intellectuel. Et comment ont-ils fait ? Au XXe siècle, l'énigme du peuplement de la Polynésie va déchaîner les passions. Des marins et des scientifiques de toute nationalité décident de partir à l'aventure, au risque du naufrage. Ils s'appellent Eric de Bishop, Francis Cowan, David Lewis, James Sears. Ils vont s'élancer sur le grand océan à bord des embarcations les plus incroyables, revivre l'épopée des premiers Polynésiens et ressusciter cette civilisation oubliée. Pour les Occidentaux, le choc de la découverte remonte au XVIIIe siècle, lorsque les premiers navigateurs européens sont arrivés avec leurs goélettes armées de canons. Ils ont découvert, émerveillé, le peuple de ces îles. L'architecte naval James Warham imagine ce premier contact entre les Occidentaux et les Tahitiens. Quand les premiers navigateurs européens, notamment le capitaine Cook et Bougainville, sont arrivés dans le Pacifique, à peu près au même moment, tous les archipels, Tahiti, Hawaï, Tonga, étaient pleins de pirogues. Il y en avait des grandes, des moyennes, des petites. Certaines étaient conçues pour de grandes traversées et d'autres pour accoster sur les plages. Les marins européens, Cook, Bougainville, etc., reconnaissaient que ces bateaux pouvaient naviguer en haute mer. Mais les colonisateurs qui débarquent en Polynésie, dans le sillage des grands explorateurs, veulent être les seuls maîtres du Pacifique. Lorsque les missionnaires et les colons sont arrivés, à partir de 1850, ils ont dissuadé les Polynésiens de construire des pirogues, parce que ces pirogues doubles faisaient partie de la culture des gens. Elles leur donnaient donc de la liberté. Ce sont les missionnaires qui ont commencé à dire que ces bateaux étaient incapables de remonter contre les vents, qu'ils se briseraient en haute mer et se feraient engloutir par les vagues. Les missionnaires refusent d'admettre que le peuplement de la Polynésie soit le résultat d'un grand projet entrepris par une civilisation de marins. Ils inventent alors une autre histoire. Le géographe Gerard Ward expose les deux théories qui s'affrontent à l'époque. Il y a alors deux théories. Soit les Polynésiens ont atteint ces îles de leur plein gré, par des voyages d'exploration, soit ils y sont arrivés par accident.
Il n'avait pas de bateau suffisamment performant pour faire ces longs voyages. Ils sont partis pêcher, le vent les a emportés, leur bateau a dérivé au gré des vents et des courants, jusqu'à ce que, par hasard, ils atterrissent quelque part. Les Occidentaux ont détruit les grandes pirogues de voyage. Ils ont effacé ainsi toute trace d'un peuplement volontaire du Pacifique. Au début du XXe siècle, les Polynésiens n'ont plus que leur légende pour évoquer la saga de leurs origines. Maui était à la fois un dieu et un homme. Maui est reconnu comme un héros dans tout le Pacifique. Un jour, il est allé pêcher. Il a pêché Tahiti, Rarotonga, Hawaï et il a pêché Aotearoa, la Nouvelle-Zélande. Après la Seconde Guerre mondiale, l'expédition du Kon-Tiki relance avec force la question des origines du peuple polynésien. Un scientifique norvégien, Thor Heyerdahl, a découvert aux Marquises des sculptures qui ressemblent à celles des Indiens d'Amérique du Sud. Il ne lui en faut pas plus pour réimposer le point de vue des missionnaires, avec une variante de son invention. Selon lui, les ancêtres des Polynésiens seraient venus d'Amérique du Sud. Ils auraient dérivé sur des radeaux, au gré des alizés, ces vents accompagnés de courants bien connus des marins du Pacifique. C'est un courant qui part d'Amérique du Sud, qui longe l'équateur, qui va jusqu'en Asie. Ce courant-là, c'est un tapis roulant. Il suffit de se positionner dans le train, là, donc sur une esquif quelconque, une baignoire, une chambre à air et un radeau en roseau, et qui va nous emmener automatiquement en Polynésie. L'expédition du Kon-Tiki est un succès international. Heyerdahl conforte les Occidentaux dans leur point de vue colonial. Mais tous ne partagent pas ses convictions. Un homme, à Tahiti, observe l'arrivée du Kon-Tiki. Il se nomme Eric de Bishop. Cet aventurier a bourlingué toute sa vie dans le Pacifique avant d'accoster en Polynésie. Fasciné par les pirogues de pêche épargnées par les missionnaires, il s'en est inspiré pour construire le premier catamaran des temps modernes. Eric de Bishop a navigué dans le Pacifique, dans les régions où vivaient les ancêtres des premiers habitants de Polynésie. Il connaissait ces mers. Il a voyagé dans des conditions parfois très difficiles. Mais il faut bien réaliser que lorsque vous vivez en mer, vous finissez par faire partie de la mer. En 1937, Eric de Bishop a construit Kaimiloa, à bord duquel il a fait un voyage absolument magnifique. Il a d'abord traversé l'océan Pacifique, puis l'océan Indien, et enfin l'océan Atlantique. C'est pourquoi, à mes yeux, Eric de Bishop est l'un des plus grands pionniers de la navigation à voile du XXe siècle. Son expérience de marin a renforcé Eric de Bishop dans son intuition. Les Polynésiens étaient des navigateurs capables de remonter les vents et les courants. À 60 ans, il décide de repartir à l'aventure et de prouver qu'Heyerdahl se trompe en faisant le trajet inverse de celui du Kon-Tiki, de Tahiti vers l'Amérique du Sud. Eric de Bishop, il avait une théorie très, très simple et très pragmatique, c'est qu'un marin ne part jamais avec le vent dans le dos. Il part toujours contre le vent pour pouvoir revenir chez lui. Donc ça, c'était la base de sa théorie, de la partie maritime de sa théorie. Ce voyage, il va le faire à bord d'un radeau, comme Heyerdahl. Un radeau qu'il nomme Tahiti Nui. C'était une embarcation entièrement en bambou. Oui. Ces bambous reposaient dans une carcasse en bois et aucune pièce métallique ne faisait partie de cet assemblage. Tout était attaché, amarré, oui. Et
avec de la fibre de coco. Qui avait donné les plans de cette embarcation? Les plans de l'embarcation ont été conçus par Éric de Bishop, Mais réalisés par vous? mais réalisés par l'équipage. Le 15 novembre 1956, le radeau est mis à l'eau à Tahiti. 2 ans plus tard, Jean Pélissier fait à la radio le récit de cette aventure. Éric de Bishop était assez impressionnant, il était très sec, très nerveux. Tout en lui respirait la vitalité. Je lui ai dit, voilà, je voudrais bien partir avec vous. Et il m'a dit textuellement, écoute, tu as une bonne gueule, en principe c'est d'accord, je t'embarque. Oh, ben, la vie à bord était, c'est comme sur tous les bateaux, on prenait le quart régulièrement, hein. C'est-à-dire toutes les 4 heures, il y avait une équipe, on tournait. L'équipe qui n'était pas de quart, soit elle se reposait, soit elle faisait toutes sortes de travaux, parce que même sur un radeau, il y a tout le temps des choses à réparer, etc. Et puis le reste du temps, on contemplait le large. Quand on est en groupe comme ça, moins on se parle, mieux on se porte, hein. Ça évite les tensions. Puis d'ailleurs en mer, on n'a pas envie de... En mer, on est très contemplatif, hein. On n'a pas envie de parler particulièrement. Disons qu'on était au ras des pâquerettes, là, hein. C'est pas quand on est en mer sur un bateau, où on est à 3-4 mètres de hauteur sur le pont. Là, on est vraiment à la merci de n'importe quoi. On voit des choses que personne n'a vues. Cette sensation d'être au bord du gouffre, hein, souvent, voilà. Ou d'animaux monstrueux qui vont te sauter dessus, parce que c'est la nuit quand même. Bon, on voyait des formes luminescentes en dessous, énormes et tout. Des requins-baleines ou bien des grands calmars. Bon, on a beau avoir un esprit pragmatique et scientifique, on se dit, bon Dieu, j'espère qu'il ne va pas monter. Le radeau était plus confortable qu'un bateau. Il n'y a jamais une tasse ou un bol qui a glissé de la table par terre. Pour te dire quelle stabilité il avait. C'est-à-dire qu'il bougeait, bien sûr, mais il bougeait lentement, des mouvements haut et bas, et c'était pas brusque. Jamais de mouvement brusque. Les radeaux d'Éric de Bishop étaient équipés de dérives qui lui permettaient de maintenir une route à peu près stable. C'était des embarcations qui naviguaient, hein. On pouvait légèrement monter au vent, mais on pouvait quand même naviguer au largue, tirer des longs bords, etc. Chose que pouvait pas ou peut faire le radeau de Torre-Heyerdahl, qui lui s'est laissé aller avec le courant et les vents dominants. Tandis que le radeau d'Éric de Bishop, surtout entre Papeete et l'Amérique du Sud, il est remonté contre les vents, hein. Il a fait le contraire. C'est un exploit extraordinaire. Au Chili, le truc le plus poignant, c'est quand je me suis allongé, c'est merde, c'est fini. C'est fini, quoi. Tu vois, je ne peux pas expliquer. C'est comme si mon âme était partie, c'est fini. Après 6 mois de navigation, la traversée est réussie. Éric de Bishop a montré qu'une embarcation primitive pouvait remonter contre les vents dominants, contrairement à ce que pensait Heyerdahl. Quelques années plus tard, une équipe de géographes va clore ce débat. Au milieu des années 60, nous avons utilisé un très gros ordinateur pour simuler quelque chose comme 120 000 voyages, plus précisément des voyages à la dérive. Le résultat a été que des voyages accidentels ne pouvaient pas expliquer le peuplement des îles de Polynésie. Les conclusions des géographes rejoignent celles des botanistes et des ethnologues. Tous remettent en question à la fois les théories des missionnaires et celles de Torre-Heyerdahl. Les premiers Polynésiens n'ont pas dérivé depuis l'Amérique du Sud. À Tahiti, au centre de l'océan Pacifique, le botaniste Jean-François Buteau retrace par l'observation des plantes l'origine de la première grande conquête maritime.
On a au sol le gingembre d'Océanie, c'est le Rhea muiruru, qui n'est pas celui qu'on trouve véritablement dans les magasins, mais c'est celui que les Polynésiens utilisaient. Donc ça, c'est une plante qui vient d'Asie du Sud-Est. Pour grosso modo 100 plantes introduites par les Polynésiens, 97 qui viennent d'Asie du Sud-Est. Les introductions polynésiennes, il y a 2 cas. Certaines ne font pas de graines, donc forcément qu'elles ont été introduites par les Polynésiens, puisque c'était par bouture qu'on les propageait. D'autres sont plus problématiques dans le sens où elles font des graines. Donc on a vu ici le mapé, fait des fruits, ici le fruit, à l'intérieur l'amande. Donc ce fruit-là, on pourrait concevoir qu'il est venu tout seul, soit par les oiseaux, soit par les courants marins. Or, c'est un fruit un peu trop gros pour que les oiseaux aient pu le disséminer. Et ce fruit-là ne dispose pas d'une coque autour de l'amande suffisamment épaisse et imperméable, et donc ne survivrait pas à des traversées de plusieurs semaines. Donc c'est une plante introduite par les Polynésiens à partir d'Asie du Sud-Est. À 5000 km de là, en Nouvelle-Zélande, le professeur Russell Gray a identifié le point de départ de cette grande migration, grâce au langage et à la génétique. Essayer de savoir ce qui s'est passé il y a 3000 ou 5000 ans est vraiment difficile. C'est un vrai défi. Nous pouvons être beaucoup plus sûrs si plusieurs faisceaux de preuves se rejoignent pour raconter la même histoire. Ce qui est formidable, c'est que les mots qui sortent de notre bouche et les bactéries contenues dans notre estomac racontent la même histoire. La génétique des bactéries confirme le modèle du langage, que confirment aussi les études conduites sur l'ADN des êtres humains. Tout converge vers un peuplement originaire de Taïwan. Je prends un exemple, les yeux. Les mots pour désigner les yeux sont incroyablement stables. En Amis, par exemple, le langage parlé à Taïwan, le terme est mata. En Taïwan, autre langue parlée à Taïwan, le terme est aussi mata. À Tahiti, c'est mata, et en maori, mata. Voilà. On constate une incroyable stabilité de ce mot mata dans toute la famille des langues austronésiennes dans tout le Pacifique. Les ancêtres des Polynésiens sont donc partis de Taïwan. Il leur a fallu des millénaires pour peupler par vagues successives les îles les plus isolées du Pacifique. Ils ont découvert Tahiti et les îles Marquises vers 300 avant Jésus-Christ, puis l'île de Pâques et Hawaï, et enfin la Nouvelle-Zélande vers l'an 1000, couvrant ainsi la totalité de l'immense triangle polynésien. Sans la pirogue, cette colonisation méthodique du plus vaste des océans n'aurait pas été possible. Pour les Polynésiens, la pirogue a joué le même rôle que le galion pour Christophe Colomb et les grands explorateurs. Les Européens étaient habitués à des bateaux à quilles profondes, capables d'affronter les tempêtes de l'Atlantique. À leurs yeux, les pirogues à double coque, les ancêtres de nos catamarans, semblaient des esquifs bien légers, dont ils ne comprenaient pas le maniement. Il faudra attendre une nouvelle génération de scientifiques et de marins pour que l'art de naviguer ces engins sur de longues distances et sans boussole soit redécouvert à la fin du XXe siècle. Une tâche d'autant plus difficile qu'aucune grande pirogue de voyage n'a survécu à la fureur destructrice des missionnaires. Seules demeurent quelques fragiles maquettes en bois conservées au musée de la Marine à Paris. Elles ont été conçues par un Français, l'amiral Paris, lors d'un voyage dans le Pacifique en 1828. C'est dans ce musée que l'anthropologue Ben Finney, un Américain de Hawaï, a démarré son aventure. Nous avons essayé d'imaginer à quoi ressemblaient les pirogues 500 ans plus tôt, à l'époque des grandes migrations. Pour que ça soit crédible, essayons de reconstruire les pirogues, de réapprendre à les manœuvrer, de réapprendre à les piloter et refaire les routes légendaires du peuplement de toute la Polynésie. Je suis allé au musée et j'ai vu ce modèle réduit. Et j'ai commencé à construire une pirogue hawaïenne de 12 mètres. Une pirogue à rame et à voile exactement comme celle-ci.
Pour Hokulea, nous avons dû utiliser des matériaux modernes, parce que c'est compliqué de remonter dans le temps et de réinventer tout le processus de fabrication. C'est un objet complexe, donc nous l'avons fait avec des matériaux modernes, en essayant de conserver le même poids, aussi lourd. Nous voulions comprendre, en naviguant avec des technologies similaires aux anciennes, comment ces gens avaient pu aller jusqu'à Tahiti à la voile et en revenir. En 1976, sa grande pirogue double, Hokulea, s'élance entre Hawaï et Tahiti pour retracer l'une des routes historiques du peuplement. Nous avons fait une grande découverte dans nos travaux. Peu importe la capacité des pirogues à bien remonter contre le vent. Comme tous les bons marins du monde, lorsqu'ils voulaient aller contre le vent, ils attendaient la saison où le vent dominant change de direction ou s'arrête de souffler pour pouvoir naviguer. Les Polynésiens ne faisaient pas la course. Ils prenaient la mer pour découvrir des îles ou s'installer pour y vivre. Leurs pirogues n'étaient pas des pirogues de course. C'était plutôt comme des cargos, pour transporter beaucoup d'hommes, de femmes, d'enfants, des cochons, des chiens et des poules, des noix de coco et toutes sortes de fruits. L'expédition est un vrai succès. Dans chaque île, sur le trajet d'Hokulea, la foule se presse sur les plages. Les Polynésiens redécouvrent la pirogue. Ils voient s'incarner sous leurs yeux l'épopée de Coupé, l'ancêtre de leur légende. Nous avons dans notre histoire un ancêtre très important, c'est Coupé. Sa pirogue était une pirogue simple, à balancier. Lorsqu'il a décidé d'aller à Tahiti, il a pris une autre pirogue et il a lié les deux ensemble, créant ainsi une pirogue double. Pouvant transporter plus de monde, il a continué ainsi l'expansion du peuple du Pacifique. Hokulea marque une étape essentielle dans la compréhension de l'énigme du peuplement. Mais ce n'est qu'une copie moderne des bateaux utilisés par les anciens. James Sears, un Néo-Zélandais passionné de voile, a voulu aller plus loin. Il a retrouvé l'art de la fabrication des pirogues de voyage, avec des outils et des matériaux traditionnels. Au musée maritime d'Auckland, il revoit avec émotion la grande pirogue à balancier sur laquelle il a affronté les vagues du Pacifique. Life, hein? La vie, hein? On oublie ce que c'était de dormir sur le pont, sous la pluie, de manger du poisson cru, de craindre les grosses vagues. On oublie ces choses-là. Et quand on revient la voir 20 ans plus tard, qu'est-ce que je dis? 30 ans plus tard. Et la voilà. Dans les années 70, ce réalisateur engagé apprend que des anciens maîtrisent encore ce savoir-faire oublié au nord-est du Pacifique. Il prend sa caméra et part à leur rencontre, dans des îlots perdus de Micronésie. En 1975, je suis allé dans l'archipel des Kiribati, qui s'appelait alors Gilbert, et j'ai rencontré un vieil homme. Il m'a dit avoir construit des pirogues de voyage à Tarawa. Il m'a dit savoir comment construire une grande pirogue capable d'aller en haute mer. Alors on l'a fait. C'était très difficile de construire un grand bateau, parce qu'ils n'avaient pas les ressources en bois nécessaires à la construction d'une pirogue double. Ils étaient obligés d'attendre que du bois flotté arrive sur leur côte, en provenance des Philippines ou des îles Salomon. Les femmes fabriquent des cordages.
Elles prennent l'écorce de la noix de coco, la trempent dans l'eau de mer pendant 5 à 6 semaines, l'écrasent, libèrent les fibres et fabriquent les cordes. Ensuite, c'est la tradition qui prend le relais pour la fabrication de la coque et du reste de la pirogue. Ces hommes et ces femmes ont retrouvé les gestes de leurs ancêtres. Pour James Sears, ils ont construit une pirogue à balancier. Devant la caméra, ils partagent le rituel qui accompagne sa mise à l'eau. Le dernier acte de la construction d'une pirogue des îles Gilbert, c'est l'assemblage du balancier avec les baumes qui sortent de la pirogue. Selon la tradition, cela représente le mariage de l'homme et de la femme. L'homme est la pirogue, la femme le balancier. Après l'assemblage, il y aura une fête. Pour moi, c'est l'une des 7 merveilles du monde. Comment des gens dotés d'outils de pierre ont pu construire des pirogues de haute mer, se transporter ainsi et créer des communautés, des sociétés, des cultures, c'est incroyable. Je l'ai fait pour ma satisfaction personnelle. C'était vraiment contre Heyerdahl, qui avait fabriqué une histoire rocambolesque autour du peuplement du Pacifique. Je voulais prouver que les Polynésiens possédaient les technologies maritimes qui leur ont permis de se déplacer dans tout le Pacifique, peupler toutes ces îles et les découvrir. La plus étonnante de ces technologies maritimes, c'est l'art de la navigation sans instruments. Les Polynésiens ne possédaient ni carte ni boussole, ces instruments occidentaux de la conquête des mers. Mais leur culture orale, basée sur une connaissance intime des forces de la nature, leur a permis de se lancer à la recherche de nouvelles terres. Le médecin néo-zélandais David Lewis a été le premier à percer le secret de cet art. En 1968, il s'est embarqué pour une aventure d'1 an dans le Pacifique Sud. Son fils, Barry, alors âgé de 12 ans, l'accompagnait. Cette carte montre certaines des routes que nous avons empruntées, mon père David et moi-même, dans le Pacifique. David Lewis a grandi dans les îles Cook. Son enfance a été nourrie par les légendes du peuplement de la Polynésie et le spectacle des pirogues dans le lagon. Il ne supporte pas d'entendre dire que les Polynésiens ne savaient pas naviguer. Au début des années 60, l'anthropologue Andrew Sharp avait émis l'hypothèse que l'essentiel du peuplement du Pacifique et l'essentiel des contacts entre les différents groupes, par la suite, avaient été purement accidentels. Pour mon père David, c'était vraiment difficile à croire. Il a trouvé des arguments dans ce livre. Un livre utilisé par l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, qui s'en était servi pour la navigation astrale. David l'a utilisé pour compenser son manque de connaissances détaillées du ciel nocturne. Le but était de naviguer sans utiliser de sextant, ni de montre, ni de radio, sans aucun instrument du tout. David Lewis devient ethnologue marin. Il veut comprendre comment les Polynésiens se dirigeaient d'une île à l'autre à l'aide des étoiles, des courants et des oiseaux. Nous sommes allés dans un certain nombre d'endroits où David avait entendu dire qu'il y avait des navigateurs encore en activité, pour au moins les interroger et essayer d'en apprendre autant que possible sur leur méthode de navigation. Nous disions aux navigateurs, s'il vous plaît, emmenez-nous à cet endroit et expliquez-nous comment vous faites. Il avait rencontré le skipper d'un bateau local, très enthousiaste. Cet homme avait envie qu'une partie de ses connaissances soit enregistrée avant d'être perdu pour toujours.
Il expliquait à David comment il se dirigeait avec les étoiles. On pouvait par exemple se diriger d'après une étoile juste au-dessus des voiles. On pouvait se diriger en gardant le vent dans un certain angle par rapport au bateau, en sentant la brise sur son visage ou sur son bras. On avait aussi un bout de ficelle sur la voile qui indiquait le sens du vent. Les courants sont aussi très utiles pour s'orienter. De la recherche de terrain, vraiment. Ce que David a tiré de ses voyages, c'est une compréhension des méthodes de navigation. Elles étaient sans aucun doute suffisantes pour permettre la colonisation délibérée de tout le Pacifique. Après les expéditions des années 70, le doute n'est plus possible. Les Polynésiens maîtrisaient le plus vaste des océans, à une époque où les Européens ne faisaient que du cabotage près des côtes. À bord de leurs pirogues, ils ont découvert et peuplé des multitudes d'îles. Leurs communautés commerçaient entre elles bien avant l'arrivée des navires européens, et malgré les milliers de kilomètres de mer qui les séparaient les unes des autres. Aujourd'hui, une nouvelle génération d'archéologues cherche à déchiffrer les traces laissées par cette civilisation méconnue. Andy Piazza et Eric Pursery sont partis vivre pendant 8 mois sur une île déserte. En 1996, nous avons trouvé un manuscrit qui retraçait la découverte d'un ethnologue qui avait visité les îles Phoenix en 1933. Nous avions envie d'aller là-bas. Le problème, c'est que ces îles sont inhabitées. Il n'y a pas de bateau qui s'y rende, pas d'aéroport, aucun moyen d'accéder à ces îles. Nous avions besoin d'un bateau. En découvrant le manuscrit, on va avoir l'idée de construire une pirogue double pour se glisser dans la peau des navigateurs et retracer un petit peu le périple qu'ont pu faire les anciens navigateurs. Il nous fallait un bateau capable d'accoster sur la plage, de surfer au travers des récifs, de la barrière de corail ou de s'ancrer dans les eaux très peu profondes. Le seul bateau capable de faire ça, c'est une pirogue. Nous sommes donc ici à Hawaï. Ici, ce sont les îles au niveau de l'équateur, les îles de la Ligne et les îles Phoenix. Et les 8 îles ici, ce sont les îles Phoenix. Ce sont celles qui nous intéressaient. Nous avions donc besoin, d'une manière ou d'une autre, d'aller d'ici à là, ce qui fait 3000 km. Les questions qui nous intéressaient étaient: à quelle date ces îles avaient-elles été peuplées? Comment les gens s'étaient-ils adaptés à ces nouvelles îles? C'est-à-dire, quels changements étaient intervenus sur ces îles après que des gens s'y soient installés? On a retrouvé une herminette et, plus important, on a retrouvé des éclats de basalte sur un atoll corallien. C'est une roche qui vient d'ailleurs, il n'y a pas de basalte sur un atoll. La géochimie de ces éclats de basalte permet de déterminer les carrières d'origine du basalte. Donc là, on a pu déterminer que c'était une carrière qui est dans l'archipel de Samoa et qui a une distance entre 500 et 600 000 nautiques de l'archipel Phoenix. On savait avec ces cailloux dans les mains que l'expédition était réussie. Nous, avec les recherches, on montre bien que les Polynésiens se sont installés, ont construit des villages, ont construit des temples et ont participé à des réseaux d'échange. Donc ce sont des gens qui n'étaient absolument pas isolés par rapport au reste du Pacifique. Ce sont vraiment des îles qui ont été habitées par choix. Les découvertes d'Anne et d'Éric sont capitales. Elles révèlent la richesse d'une économie qui reposait sur le transport en pirogue d'hommes et de marchandises sur de très longues distances. Aux îles Marquises sont conservés les plus beaux vestiges de cette civilisation maritime, enfouis dans l'épaisse végétation tropicale. L'archéologue Pierre Otino, accompagné du marquisien Porot, met au jour depuis 20 ans des images gravées dans la pierre. Ouais. Comme je suis un petit peu fou des pétroglyphes, alors des fois quand je m'ennuie à la maison, je vais fouiller les vallées.
Comme le dessin il ressemble un peu à genre de vague, alors du coup j'ai pensé que c'est l'eau ou c'est la mer. Quoi. Et on entend d'ailleurs la mer, hein. C'est comme un écho sur la pierre. Les pétroglyphes étaient peu connus aux Marquises. Et là, on les découvre en fin de compte depuis quelques années. Mais pour les interpréter, là, c'est particulièrement difficile. On manque d'éléments. En Calédonie, il y a des motifs similaires et pour eux, c'est l'eau. Évidemment, l'eau qui ruisselle, qui ondule, donc il y a un mimétisme, hein, une représentation. C'est fort possible que ça représente par exemple de l'eau. Mais pour nous, Français ou Italiens ou Américains, la mer, c'est un obstacle, ça ne fait pas partie de notre univers. Que dans le Pacifique, la mer, c'est fondamental. C'est un élément de communication, c'est un moyen de survie, c'est un moyen de découvrir d'autres choses. Là, nous sommes au fond de la vallée de Taiohae, assez éloigné de la mer, on doit être à peu près à 2-3 km. Et ce qui est étonnant, c'est sur ce rocher, il y a un très très beau pétroglyphe de pirogue, avec d'autres motifs. Et donc la pirogue est en plein milieu des terres. Ces pétroglyphes se retrouvent dans toutes les îles du Pacifique, de Hawaï à l'île de Pâques. Mais il suffit de quelques années pour que les lianes étouffent ces livres de pierre. Donc là, c'est vraiment la plus grande que j'ai jamais vue. Et il y a des tas de détails. Donc on voit en effet la quille principale, les bordées. On a vraiment l'impression que la poupe a été rajoutée, comme c'était le cas d'ailleurs, parce que les grandes pirogues appartenaient à plusieurs personnes. Et chaque partie de la pirogue, des fois, était la propriété d'une famille. Donc la pirogue était démontée, chaque famille conservait la partie qui lui appartenait, et après ils étaient obligés de se remettre ensemble pour tout ligaturer, pour faire un travail collectif pour la communauté. Donc c'était vraiment la solidarité entre les différentes familles. Là, je fais un indice. Je pense qu'elle fait à peu près 3 mètres. Toi. 1 mètre, moins de 3 mètres. 1 mètre, oui, disons 3 mètres au maximum. Sur ce rocher, il y a la pirogue, bien sûr, qui prend toute la surface de ce rocher, mais tu as également des chiens. Par contre, je me demande si de temps en temps, il ne pouvait pas y avoir une analogie entre le chien et la pirogue. Ce qui est intéressant, c'est qu'au Salomon, les gens, une partie des gens des Salomon, avaient des ancêtres chiens. Et ces ancêtres chiens leur avaient tout appris. Leur avaient appris à construire des maisons, leur avaient appris à faire des jardins, planter du taro, de l'igname. Ils leur avaient appris également à faire des pirogues, bien sûr. Et pour cela, il fallait faire une démonstration. Donc l'ancêtre chien s'était mis sur le dos, il s'était ouvert le ventre, il avait écarté donc les côtes pour découvrir la quille. Il avait allongé les pattes arrière pour figurer la proue. Et également, à l'avant des pirogues marquisiennes, mais tu avais un visage qui était à la proue, qui n'est pas une tête de chien, qui n'est pas une tête d'homme, mais entre les deux. Donc c'est vraiment, là, il y avait une relation évidente entre le chien et la pirogue. La pirogue était au cœur de la société. Elle était l'essence même de l'âme polynésienne. Francis Cowan lui a consacré sa vie. À l'âge de 30 ans, ce marin tahitien a participé à l'expédition d'Éric de Bishop. Cela lui a laissé le sentiment d'un rêve inachevé. Il a voulu construire une pirogue pour se rapprocher de l'esprit de ses ancêtres. Et pour réaliser son rêve, il est allé jusqu'en Nouvelle-Zélande chercher un sculpteur traditionnel. Je m'appelle Matai Brightwell. Je suis l'artiste de ma tribu. 27 générations ininterrompues d'artistes. Nous avons une longue tradition. C'est pourquoi c'est si simple pour moi de fabriquer des pirogues. C'est une seconde nature. Francis Cowan est un constructeur traditionnel de pirogues. Son travail artistique est exceptionnel. Francis Cowan a imaginé une œuvre unique. Il lui a donné le nom d'Hawaii-Kinui, le pays mythique des origines. C'était en 1980. Francis avait commencé à imaginer une pirogue double pour aller jusqu'en Nouvelle-Zélande. Mais il avait besoin de quelqu'un comme moi. Donc il vient, il rencontre le chef de ma tribu, mon grand-oncle. Moi j'attends dehors. Ils discutent pendant 2 heures. Francis ne m'a jamais dit ce qu'ils se sont dit. Mais ils m'ont appelé à l'intérieur et mon grand-oncle m'a dit « Le rêve de Francis est plus vieux que le nôtre.
Et donc, ma tribu m'a envoyé à Tahiti pour construire la pirogue. Nous avons commencé à construire à Waikinui, pas comme les constructeurs de pirogues d'aujourd'hui. Francis préférait l'authentique. C'est pour ça que la pirogue à Waikinui est différente. À Waikinui n'est pas seulement la reconstitution d'une pirogue de voyage. Elle est un monde peuplé par les demi-dieux des légendes. Francis a fait toutes les ligatures. Ça nous a pris 7 mois, vous imaginez? Tous les jours. Lui dehors, c'est le patron, moi à l'intérieur, je suis l'élève. Et nous faisons l'assemblage. C'est beau, hein? Je ne comprends pas pourquoi personne ne veut plus de ce genre de pirogue. Les gens nous disaient, les ligatures vont casser. La pression de l'eau sur les coques pendant la traversée vers la Nouvelle-Zélande fera rompre les liens. Mais c'est ça qui donne de l'originalité à la pirogue, son identité. Avec Hawaii Kinui, les gens ne croyaient pas que ce serait possible. Ils nous disaient, si vous allez jusqu'à Raiatea, alors on voudra bien croire que vous êtes capable de poursuivre jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Mais il vous faut un bateau d'escorte, un gros canot de survie. On leur a dit, on n'a pas besoin de canot de survie, on n'a pas besoin de bateau d'escorte. Ça c'est bon pour Hokulea et les autres pirogues contemporaines avec leur moteur intégré. Oh, il faut que vous preniez un moteur. Non, on ne prend rien du tout. Si tu mets ce canot sur ma pirogue, je le jette dans l'océan. Nous, on veut de l'authentique. Donc, nous étions plus ou moins seuls. Francis et moi, nous parlions d'Éric de Bishop. Nous voulions prolonger l'amour d'Éric de Bishop pour la culture polynésienne. Ce n'était pas une menace politique. Nous ne voulions contester aucune croyance religieuse, mais juste célébrer la beauté de cet art. Francis Cowan est un puriste. Pas de compromis avec la modernité. Avec Matai, il entreprend en 1985 la traversée Tahiti-Nouvelle-Zélande, l'une des plus grandes étapes de l'histoire du peuplement. Guidé seulement par les étoiles. L'île du nord de la Nouvelle-Zélande. Sur la plage, Matai met en scène cette traversée, à sa manière. L'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Entre Moorea et Raiatea, 17 heures de navigation. Raiatea, Rarotonga, 11 jours. Je vais vous rejouer le voyage de Rarotonga vers la Nouvelle-Zélande, parce que c'est le voyage le plus impressionnant, à cause de la distance. Environ 2800 km. Pour nous, ça a été une promenade. Ça n'a pas été difficile. Pour se guider en haute mer, ses ancêtres suivaient des chemins d'étoiles. Pendant la traversée, Matai passe ses nuits à guetter sur l'horizon l'apparition des étoiles qui lui serviront de guide jusqu'à la Nouvelle-Zélande. La Croix du Sud. Une étoile très haut dans le ciel, la Croix du Sud. Vénus. C'est cool, hein? Facile, pas besoin de GPS. La Croix du Sud est un repère fixe dans le ciel du Pacifique Sud, l'équivalent de notre étoile polaire, qui, elle, indique le nord. En regardant la planète Vénus, on ajuste la direction et les voiles, et on garde le cap.
Matai et Maori, Francis tahitien. Revivre l'épopée du peuplement, c'est pour eux un moyen de retrouver leurs racines, de faire renaître leur culture détruite par la colonisation. Comme toute civilisation, le peuple polynésien s'est construit autour de grands mythes fondateurs qui donnent sens à la vie et à la mort. Dans ces mythes, l'océan est un espace sacré. Ce rocher est le seul à avoir des pétroglyphes de tortue. La tortue, c'est un animal déjà qui est extraordinaire. C'est un animal marin. Il vient de la mer, donc du lieu d'origine des Polynésiens, si l'on peut dire, ou du Hawaïki. Le Hawaïki, c'est le monde d'origine des Polynésiens orientaux. Donc c'est situé à l'ouest. Et les Polynésiens ont découvert leur nouveau monde, leur nouvelle patrie grâce à la pirogue. Donc ils sont déplacés de l'ouest vers l'est pour découvrir de nouvelles terres sur lesquelles ils allaient habiter. Donc ça, c'est le trajet des vivants. Mais le trajet des morts, si l'on peut dire des défunts, se fait à l'envers du monde des vivants. Donc ils partent de l'est et ils retournent vers le Hawaïki, vers l'ouest, par l'intermédiaire de pirogues, par l'intermédiaire des tortues. Une force mystérieuse poussait les marins polynésiens à prendre la mer, à franchir l'horizon, au péril de leur vie. Cet appel du large, le tahitien Teiki Pambrin l'a ressenti dès son plus jeune âge. Moi, j'ai commencé à me noyer à l'âge de 3 ans. On se confectionnait nous-mêmes nos radeaux avec des branchages et avec une palme de cocotier en guise de rame. Les enfants se baladaient dans la baie de Cook comme ça. Quand on était sur ces petits radeaux-là, et qu'on voyait le fond, on avait même le vertige. Et on se demandait par quel miracle on était sur ce plafond, qui est la surface de l'eau. Et certains auraient eu le complexe d'Oedipe ou d'autres choses. Moi, j'ai eu le complexe d'Archimède, tiens. Pourquoi pas? Moi, je me suis toujours demandé comment un engin flottait, quoi. On est toujours en condition de naufrage, sur des esquifs comme les pirogues. C'est pas des navires. C'est tributaire du mauvais temps, des moindres déferlantes. Pour se balader autant de temps, autant de siècles sur l'océan Pacifique, nos ancêtres, ils avaient, je pense, maîtrisé l'art du naufrage. L'océan Pacifique a englouti bien des hommes dans des naufrages, avant que des communautés ne prospèrent sur ces îles. Les marins du XXe siècle n'échapperont pas aux dangers de l'océan. En 1958, Éric de Bishop, dans son trajet retour depuis l'Amérique du Sud, revivra ce destin tragique des marins naufragés. Jean Pélissier l'accompagnait dans ce dernier voyage. Je m'étais dit avant de partir, quand je serai à bord du radeau, je hurlerai de joie. Je pourrai penser à quoi je veux. Et à peine le radeau a passé la barre de Constitution, ça a été tout de suite une désillusion. En une seconde, je l'ai su. Et j'ai su que tout le voyage serait une désillusion. Un beau jour, on s'est aperçu vraiment que le radeau s'était enfoncé de 10 cm. Il ne naviguait plus, ne se gouvernait plus, et il a commencé à dériver à ce moment-là. Après 3 mois de navigation, nous devions passer au sud des Marquises, et nous sommes passés au nord des Marquises, c'est-à-dire à 1000 milles au-delà de la route qu'on s'était fixée. Et à ce moment-là, on s'est dit, il faudrait peut-être penser à trouver un système au cas où le radeau disparaisse complètement. Alors finalement, on tient conseil et on dit, il faut faire un radeau de secours. Un radeau comme une pirogue. Chacun a réagi naturellement d'une manière différente. Alain a pris un peu la même attitude qu'Éric. Quant à moi, avec Hans, on se disait, mais on vit un cauchemar, c'est pas vrai, ça n'existe pas ce qu'on fait. C'est le samedi 30 août, à 5 heures, qu'on a enfin aperçu la Terre. On n'a pas sauté de joie, pas du tout. Au contraire, on était silencieux, on ne disait rien, on avait trop peur qu'on n'y arrive pas. Mais s'il y en avait un de nous qui disait, voilà la Terre, voilà Rakaranga, il se faisait tuer. Le soir à 20h, on est arrivé sur le récif. On avait attaché tout ce qu'on pouvait. On avait mis les quelques documents qui nous restaient dans un des bidons de lait qu'on avait scellés. Et les quelques séquences du film, on les a sauvés grâce à ça.
Il te prend comme ça, il te prend comme ça, là, et après il roule, paf, t'envoies sur le récif. Et le radeau, ben lui, il a suivi, quoi. Paf, puis par-dessus tête. C'est comme si tu tombais du 20e étage d'un seul coup, tu vois. Oh, on est tombé là-dedans. Hein. Le radeau s'est retourné sur nous. Et puis là, bon, ben là, on est resté 3 heures à essayer de sortir. Et à minuit, on s'est retrouvés, par un miracle, sur la plage, à l'intérieur. J'ai laissé Alain là près d'Éric. On croyait vraiment qu'il était simplement évanoui par le choc et qu'il allait avoir froid. Ce n'est qu'à 5 h du matin qu'on s'est aperçu qu'il était mort. Le corps était raide et on s'est dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Après Éric de Bishop et Francis Cowan, aujourd'hui disparus, Mataï poursuit leur rêve. Il a sculpté une pirogue. Elle attend de prendre la mer. Lui, c'est Ruaumoko, le dieu des tremblements de terre. J'ai décidé de faire de lui la figure principale de cette pirogue. Il se tient à l'avant, avec ses bras comme ça, il pousse les vagues pour la pirogue. Comme mes ancêtres, comme Éric de Bishop et Francis Cowan, il repousse tous les obstacles sur mon passage. Il repousse les vagues.